à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estève-Diéminche, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume & Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur passion, leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Anne-France Lucas. Bonjour Anne-France. Bonjour Corinne, bonjour à tous. Anne-France, tu es aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, associée de Pacte Conseil, un cabinet de conseil et de formation en management social des organisations. Tu vas nous expliquer un petit peu plus ce en quoi ça consiste. Mais avant cela, tu as exercé tes talents de DRH dans plusieurs entreprises, voire des très grandes entreprises. Et tu es désormais spécialiste en dialogue social, en négociation collective, en prévention de l'absentéisme et également dans l'accompagnement du changement. Alors, notre sujet aujourd'hui, l'importance du climat social pour créer un environnement propice au développement personnel, à l'épanouissement de chacun dans l'entreprise et également à la productivité, au bien-être, etc., etc. Et qui mieux que toi, Anne-France, pouvait nous parler de ce sujet qui est souvent mystifié. Alors, démarrons. Peux-tu déjà définir ce que l'on entend par climat social? Je pense qu'il y a pas mal de confusion, d'imbroglio derrière ce climat social, mais finalement, en quoi est-il important dans un contexte professionnel et qui en est en charge finalement? Eh bien Corinne, oui, le poids des mots est important. Donc le climat social, pour beaucoup de gens, ils entendent social, et quand ils entendent social, ils entendent syndicat, et quand ils entendent syndicat, ils entendent CSE, et quand ils entendent CSE, ils entendent DRH. Donc beaucoup de gens pensent que le climat social, c'est quelque chose qui doit être géré par les équipes RH dans l'entreprise. En fait, le social de climat social, c'est le social de l'ensemble des équipes, donc de l'ensemble du collectif, de l'entreprise et surtout de l'ensemble du collectif de chaque équipe de travail. Et il se trouve que dans ces équipes de travail, il y a des collaborateurs, c'est-à-dire des gens qui ont un contrat de travail avec l'entreprise ou qui ont un lien juridique avec le travail qu'ils sont en train de faire et les responsables de l'organisation de ce travail. Et dans ces personnes-là, dans une grande entreprise, il y a deux types de personnes qui ont des missions particulières. Les managers, d'une part, qui représentent l'employeur, qui vont organiser le travail, qui vont faire grandir leurs équipes et qui vont s'atteler à un bon climat social pour que leurs équipes travaillent bien. Et puis, vous avez des représentants du personnel, donc des gens qui ont été élus, qui peuvent être syndiqués ou pas, c'est pas le sujet, mais en représentant le personnel, qui ont la possibilité d'avoir un lien privilégié avec l'entreprise pour défendre l'intérêt des collaborateurs et notamment les conditions de travail. Donc, quand je parle de climat social, je parle de la bonne ambiance qu'il y a dans cette équipe de travail. D'accord. Quels sont les principaux éléments qui contribuent finalement à un climat social positif dans une organisation? Alors, on dit souvent qu'il y a 9 facteurs sur lesquels on peut s'appuyer. En tout cas, il faut y réfléchir quand on est sur une organisation du travail avec des équipes. D'abord, la clarté du rôle de chacun. Qu'est-ce qu'on attend du collaborateur? Le respect des interactions, le respect des liens entre chacun, que l'on soit sur le même niveau hiérarchique, ou que l'on soit avec un niveau hiérarchique supérieur. Tout collaborateur doit respecter les autres collaborateurs, doit respecter ses responsables et les personnes qui travaillent avec elle. Le soutien social, le soutien du manager dans l'activité,
Et de temps en temps, le soutien peut-être des équipes RH dans des choses qui sont entre les deux. On sait bien que quand ça se passe pas très bien dans sa vie privée, c'est un peu compliqué de venir travailler. Donc de temps en temps, on peut avoir besoin que notre entreprise s'adapte à notre situation de façon temporaire, de manière à ce qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Du coup, on en vient forcément à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et puis, on ne va pas oublier l'ergonomie. Si j'ai de bons outils de travail, si j'ai de bonnes conditions de travail, je travaillerai mieux. Si dans mon bureau, il fait 42 degrés, ça va être compliqué. Et si dans mon bureau, il fait 15 degrés, ça va être compliqué aussi. Donc, l'ergonomie est importante. Ça passe par les écrans, ça passe par ma table de travail, par mon fauteuil, etc. L'utilisation des compétences. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce qu'on utilise bien mes compétences? Est-ce que je n'ai pas été recruté de façon… on a acheté beaucoup de compétences et on me fait faire des choses qui sont moins intéressantes pour moi? Ou au contraire, est-ce qu'on ne me demande pas, alors que mes compétences sont limitées dans un domaine donné, d'en faire beaucoup plus, alors que je n'ai pas ces compétences nécessaires pour en faire beaucoup plus? Il y a la reconnaissance. La reconnaissance, on a tous besoin d'entendre un mot sympa, d'entendre « tu as fait du bon boulot, merci, tu as réussi une prouesse, c'est vraiment formidable ». Donc la reconnaissance, elle n'est pas forcément financière, mais elle est également financière, les primes et bien sûr les niveaux de rémunération. Il y a la possibilité aussi, et c'est important dans le climat social, de la participation aux décisions. Et on voit aujourd'hui de plus en plus dans les organisations que les gens ont besoin d'autonomie, ont besoin de participer aux décisions. Et il ne faut pas oublier qu'en France, on n'a jamais eu un niveau culturel d'apprentissage aussi élevé qu'aujourd'hui. Et donc, nos collaborateurs qui sont des adultes, qui prennent des décisions dans leur vie privée en permanence, plus ils ont d'autonomie, plus ils peuvent donner leur avis et plus ils peuvent être en participatif. Participer aux décisions, c'est donner son avis. Après, si la décision n'est pas conforme à son avis, on va appliquer la décision puisque c'est l'entreprise qui, au final, a cette responsabilité-là. Et puis, le dernier élément qui est essentiel, c'est la charge de travail. Est-ce que j'ai le temps de bien faire mon travail ou est-ce que je n'ai pas le temps et du coup, je me sens contraint de tout bâcler? Eh bien, ça, c'est aussi un élément essentiel dans le climat social. Et du coup, là, tu parles justement de la charge de travail. Est-ce qu'un climat social favorable peut affecter la productivité? Donc, si le climat social est positif, donc favorable, est-ce qu'il peut amener une meilleure productivité, une meilleure performance des employés? Je vois à peu près la réponse. Tout à fait, parce que un climat social qui est favorable, qui est bon, qui est sain, peu importe le terme qu'on emploie, ça veut dire que les équipes, les individus, les collaborateurs individuellement se sentent bien là où ils sont. Quand le matin, un collaborateur se lève et se dit « super, je vais aller bosser, je vais retrouver des collègues de travail sympathiques, je vais participer à un objectif, à un but », tout le monde n'a pas forcément un job super, super intéressant. Ce qui est important, c'est que tout le monde se sent essentiel dans la réussite de l'entreprise. Je te prends un exemple. J'ai eu l'occasion de travailler dans un palace, dans un hôtel qui voulait acquérir le statut de palace. Et donc, il avait un certain nombre de normes à devoir respecter et les équipes de travail comprenaient bien les normes. Et on avait une difficulté sur les gens qui assuraient la plonge. Donc, le fait de faire la vaisselle. Et ces gens-là, c'est un métier qui n'est pas facile. C'est un métier qui a des conditions très difficiles. Tu es dans de l'humidité en permanence, il fait chaud, tu as les mains dans l'eau, tu fais toujours les mêmes gestes, tu n'es pas visible. Tu fais partie de ces collaborateurs que personne ne voit. On ne sait même pas qu'ils existent, alors que c'est essentiel. Et on a travaillé avec le chef
Et le chef me disait, mais comment je peux motiver mes équipes de plongeurs? Et je lui dis, bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'un jour, on leur fasse un dîner dans la salle du restaurant ou dans une salle à côté et qu'on les traite comme tes clients. Et donc, on va dresser une table et sur cette table, on va mettre quelques verres mal essuyés. On va mettre quelques couverts où on voit les gouttes d'eau sur l'argenterie. On va mettre deux, trois trucs qui vont bien et on va leur faire un dîner très sympa. Et puis après, on débriefera avec eux en leur disant qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que les clients soient encore plus satisfaits et comment vous pouvez participer au fait qu'on devienne un palace. Et bien évidemment, ils ont tous remarqué qu'il y avait des verres pas très bien essuyés, des couverts pas très propres, et ils ont tous dit, il faudrait que ce soit un petit peu mieux. Et ils ont tous pris conscience que cet hôtel ne serait pas palace si eux n'étaient pas parfaits. Et donc, ça leur a donné du sens. Oui. Et à partir de là, ça leur a donné l'envie de faire encore mieux. Je ne dis pas qu'ils faisaient mal avant, mais l'envie de faire encore mieux et la fierté de participer à un objectif ambitieux, quoi. C'est vraiment fondamental. Enfin, et quels sont les signes révélateurs d'un climat social sain au sein d'une entreprise? Les signes visibles, alors déjà, c'est les sourires, la manière dont les gens sont à la machine à café, quand il y a des machines à café, la manière dont les gens circulent. Je ne sais pas si... moi, c'est un exercice que je fais de temps en temps. Je suis à la terrasse d'un café et puis je regarde les gens passer et je me dis, tiens, il a l'air heureux, tiens, il n'a pas l'air heureux. Donc, c'est des gens que je ne connais pas. Mais rien qu'en les voyant, je sais s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien. Eh bien, dans les collègues de travail et dans les espèces de travail dans une entreprise, on voit bien quand on rentre quelque part. Vous rentrez à la salle de pause, tout le monde se tait. Qu'est-ce qui se passe? Au contraire, quelqu'un vient chercher un café, t'en propose un, ou quelqu'un vient discuter avec toi, intègre les autres. Ça, ce sont des signes tangibles que les choses sont bien. Et du coup, si tu continues, tu vas t'apercevoir que les gens qui sont bien dans leur travail vont s'appliquer, vont s'investir. Tu as des gens qui vont prendre l'initiative de partir peut-être 10 minutes, un quart d'heure plus tard, parce qu'ils veulent terminer, parce qu'ils ont en face un client en face d'eux et qu'ils ne vont pas planter leur client alors que leur temps de travail est terminé. Ils vont continuer parce qu'ils veulent bien faire, parce qu'ils veulent que les choses se passent bien. Donc, moi, je fais l'exercice souvent dans la distribution parce que j'ai beaucoup travaillé dans la distribution. Mais quand je rentre dans un commerce de bouche, je ne vais pas citer d'enseigne, mais dans un supermarché, on va le dire comme ça. Quand je rentre dans un supermarché, j'ai mon regard qui est attiré par plein de choses. Est-ce qu'il y a des papiers qui traînent par terre? Est-ce qu'il y a des racks de congélation qui sont au milieu du magasin? Est-ce que la caissière ou le caissier, l'hôte de caisse ou l'hôtesse de caisse me sourit, me dit bonjour, me regarde dans les yeux? Et de temps en temps, je sors du magasin parce que je me dis je ne suis pas sûr que les produits que je vais acheter sont bien frais. Ça, c'est l'ambiance, ça se sent. C'est du respect, c'est du respect, c'est de l'écoute, c'est de l'observation. Ouais. Et quels sont les défis ou les obstacles qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit son secteur d'activité, peut rencontrer pour maintenir, en fait, pour s'assurer, garantir un bon climat social? Garantir un bon climat social, c'est être capable d'aller à la rencontre de ses collaborateurs, de ses salariés, de ses équipes, de passer du temps pour les écouter, c'est-à-dire leur poser la question: qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ta journée? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? De quoi tu as besoin pour que ton travail soit plus agréable? C'est d'avoir le courage d'anticiper éventuellement les problèmes et les difficultés et de ne pas attendre que ce qu'on appelle des irritants sociaux. Un irritant social, c'est quoi? C'est quelque chose qui irrite. Pourquoi ça irrite? Parce que ce n'est pas réglé, parce que ça se reproduit. Quand un irritant arrête de se reproduire, il n'est plus irritant, on a trouvé la solution. Donc un irritant qui se reproduit va
se multiplier et petit à petit toucher de plus en plus de personnes. C'est le risque. Et il est social, cet irritant, justement, parce que il y a cette capacité de multiplication. Il peut se propager. Donc, quand vous avez un irritant social qui concerne une personne, deux personnes, trois personnes, une toute petite partie de l'équipe, que cet irritant social, vous ne le traitez pas, vous risquez, dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, qu'il concerne de plus en plus de personnes. Et quand il y a de plus en plus de personnes qui sont mécontentes, on bascule dans une sorte de tension sociale. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le climat a changé. On n'arrive pas forcément à le mesurer, on n'arrive pas forcément à savoir pourquoi, mais on sent que les équipes sont tendues. Elles ne sont pas comme d'habitude, hein, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Et quand les équipes sont tendues et quand il y a une tension sociale dans une entreprise, eh bien, il suffit d'une goutte d'eau, d'un incident, d'une erreur managériale ou pas, Ça peut être une décision de l'entreprise. Une décision de l'entreprise, eh ben, elle ne va pas être comprise. Et à ce moment-là, ça risque de clasher. Et quand ça clash, ça peut déboucher de temps en temps sur des mouvements de grève. Et c'est voilà, et c'est souvent quand on arrive au moment d'un conflit dans une entreprise et qu'on rencontre le comité de direction et qu'on leur dit bon alors qu'est-ce qui s'est passé, ils nous donnent tous le déclencheur. Il s'est passé ça la semaine dernière, du coup ils se sont mis en grève. Et quand on leur dit, j'ai le cas d'un client qui ils me disent on a licencié quelqu'un et il y a eu un mouvement de grève. Et je leur dis mais votre boîte elle a 25 ans. C'est la première fois que vous licenciez quelqu'un? Non. Et chaque fois que vous licenciez quelqu'un, vous avez une semaine de grève? Non. Donc en fait, il n'est pas là le motif de la grève. Le motif de la grève, il est qu'il y a des irritants sociaux qui n'ont pas été traités, qui n'ont pas été détectés, qui n'ont pas été traités, qui se sont accumulés et qu'à un moment donné, on se retrouve sur un baril de dynamite et une petite mèche et boum. Donc, notre sécurité managériale, à chacun d'entre nous, managers, notre sécurité managériale, c'est de prendre le temps d'aller détecter les irritants. Et la meilleure façon de les détecter, c'est de poser la question aux collaborateurs et de leur dire alors qu'est-ce qui ne va pas en ce moment. Quand on leur dit est-ce que tu vas bien? Ben oui, bonjour, tout va bien? Oui, tout va bien, chef. 3 secondes après, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, il y a ça qui ne va pas, chef. Parce que d'un côté, je suis supérieur hiérarchique, je contrôle une situation, et de l'autre côté, je me mets en écoute. Dis-moi ce qui ne va pas, j'ai le temps pour toi, j'ai du temps pour toi. C'est Dis-moi extrêmement important. Hein. C'est extrêmement important. Hein. Ça demande aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de recul. C'est pas évident pour tous les managers d'avoir cette posture. Pas évident. C'est pas évident et je pense que notre responsabilité de dirigeant et notre responsabilité de RH, bien sûr, eh bien notre responsabilité, c'est de dire clairement à nos managers ce qu'on attend d'eux. Dans les entreprises, tout le monde attend des résultats économiques. Tout le monde attend des résultats de sécurité. La sécurité est un sujet très important. Tout le monde attend des résultats de productivité, des résultats de qualité. Tout le monde attend des résultats d'accompagnement des équipes pour leur évolution personnelle. Mais il y a peu d'entreprises qui définissent clairement, premier objectif, le climat social. Et moi, je me rappelle, quand j'avais 24 ans, j'étais RH de la Fnac Forum des Halles, donc à l'époque un magasin de 600 collaborateurs. J'ai eu la chance de rencontrer un garçon qui s'appelle André Essel, qui était le fondateur de la Fnac. Et j'ai demandé un jour à André, je lui dis, André, quels sont les 3 conseils que tu donnerais à un jeune manager? Et André, il m'a dit, 1, occupe-toi des hommes, 2, occupe-toi des hommes, 3, occupe-toi des hommes, et après, commence ta journée de travail. C'est excellent, quoi. Voilà. Si tous les managers et tous les dirigeants avaient cet état d'esprit qui est extrêmement sain, je pense que le monde du travail serait beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus également performant, quoi. Oui, et je pense que plus le métier de la personne est difficile. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Au moment du Covid, j'ai été particulièrement touchée
par les applaudissements du soir Oui. pour les médecins et les infirmières. Et j'ai été profondément triste qu'on n'associe pas les hôtesses de caisse, les transporteurs, les magasiniers, tous ces gens qui ont continué à travailler en prenant des risques, même s'il y avait des mesures dans les entreprises, tout le monde a fait extrêmement attention à ce que ça ne se propage pas. C'était normal qu'on applaudisse nos médecins et nos infirmières et nos aides-soignants et tout le monde parce qu'ils étaient vraiment au front et dans des situations extrêmement difficiles. Mais il y en a d'autres qui ont fait un travail remarquable. On n'a pas applaudi les organisations syndicales qui ont accepté dans cette période de crise de remettre en cause des droits qu'ils avaient pour favoriser en fait l'accompagnement. On n'a pas applaudi nos DRH qui ont eu des métiers à ce moment-là extrêmement difficiles. Pour eux, ok. Mais moi, je dis merci à tous ces métiers qu'on ne voit plus malheureusement. Faites un sourire à l'hôtesse de caisse qui vous sert. C'est très important pour elle parce que c'est de la reconnaissance. Ben oui, et puis en plus de ça, c'est un effet miroir. Donc, si vous rentrez, enfin, si on rentre dans un magasin et qu'on fait la tête ou qu'on dit pas bonjour, bah, de fait, on n'a pas envie de vous dire bonjour, quoi. C'est clair. C'est juste un C'est effet clair. miroir. Et du coup, quel rôle les employés peuvent jouer pour cette stimulation, ce maintien d'un climat social chouette? Je pense que, alors là, c'est difficile parce que tout va dépendre de la capacité d'acceptation de l'entreprise, donc de ses valeurs, de la capacité d'acceptation des managers, donc de leurs valeurs, l'application des valeurs de l'entreprise ou même leurs propres valeurs individuelles. Moi, j'aurais envie de dire que c'est la parole qui permet ça. J'ai un problème, il faut que je m'adresse à quelqu'un. Et donc, ce que j'ai envie de dire aux collaborateurs, c'est lorsque vous êtes dans une entreprise, vous avez 2 canaux privilégiés, à mon avis, à votre disposition. Vous avez le canal managérial, RH inclus, c'est le canal de l'entreprise, c'est l'entreprise qui décide. Donc normalement, c'est le canal le plus rapide et le plus, entre guillemets, performant, puisque c'est lui qui décide. Mais vous avez un autre canal, c'est le canal des représentants du personnel. Vous avez des représentants du personnel qui sont là pour porter les réclamations individuelles et collectives auprès de l'employeur. Et ces représentants du personnel, ils ont la particularité d'être salariés protégés pour une raison évidente, c'est qu'ils puissent exercer ce rôle d'intermédiaire, de corps intermédiaire entre l'ensemble des collaborateurs et la direction d'une entreprise, justement pour aider à l'amélioration des choses. Et on le voit bien aujourd'hui dans un sujet qui est un peu différent du climat social. On voit bien que des organisations syndicales ont œuvré pour faire rentrer dans l'entreprise un dialogue social autour de l'environnement, de la RSE, pour accélérer les mouvements. Eh bien, je pense que moi, en tant que DRH, quand un collaborateur va voir un représentant du personnel et qu'il est accueilli par ce représentant du personnel, je suis d'abord reconnaissante au représentant du personnel de bien faire son travail. Je suis rassurée pour ce collaborateur parce qu'au moins il a entendu, il a eu une main tendue, il a eu une écoute, une oreille qu'il a pris en considération. Et si ça se passe avec les managers, eh bien, c'est aussi bien. Parce que ma conviction et la conviction de notre cabinet, Pacte Conseil, c'est justement le partenariat social. C'est que normalement, que ce soit les managers, que ce soit les représentants du personnel, quand ils ont des états sociaux, ils devraient se retrouver ensemble pour les traiter. Et c'est ça le partenariat social. Notre cabinet, il est particulier parce que j'ai 2 autres associés et l'un de ces 2 autres associés est un ancien syndicaliste. Donc, Antoine, ancien syndicaliste, moi, ancien DRH, on a tous pratiqué tous les 2. Et nos consultants, il y en a la moitié qui sont des anciens syndicalistes, l'autre moitié qui sont des anciens responsables dans les entreprises. On a tous pratiqué le dialogue social et on est tous convaincus de ce partenariat-là. Donc, si ce partenariat fonctionne bien,
eh bien, les collaborateurs en bénéficieront aussi. Et donc, j'invite effectivement l'ensemble des acteurs, des partenaires sociaux, côté représentants du personnel et organisations syndicales d'une part, et côté entreprise, que ce soit des RH ou des managers, eh bien, de se parler pour aller dans la direction du bien-être des collaborateurs. Ouais, l'échange, le débat, et alors ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, évidemment, Non, bien sûr. mais l'échange et le débat sont vraiment essentiels à la bonne vie, en Oui. fait, dans l'entreprise, quoi. Hein. Tant qu'on peut se parler, on Ouais, peut trouver des solutions ensemble. absolument, absolument. On comprend bien en fait l'impact que peut avoir le climat social sur la rétention, la fidélisation, donc Oui, l'amélioration du taux de oui. rotation du personnel. Mais quelle stratégie une entreprise peut mettre en place pour améliorer le climat social lorsqu'il est de mauvaise qualité? Eh bien, lorsqu'il est de mauvaise qualité, on part à la pêche aux irritants sociaux. On met tous les managers sur la pêche aux irritants sociaux. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure d'un conflit qui arrive et quand on a des établissements différents, il y en a qui ont un bon climat social, il n'y a pas de grévistes, il y en a qui ont un mauvais climat social et on se retrouve à avoir des grévistes. Très souvent, le déclencheur n'est pas négociable. Si c'est un mouvement de solidarité parce qu'on a sanctionné quelqu'un, si la sanction était méritée, il n'y a pas de raison particulière de revenir dessus. Si on annonce le résultat de la participation et qu'elle est déceptive, de toute manière, la participation, c'est quelque chose de légal. Donc, on ne peut pas tripatouiller les comptes pour augmenter la participation. Donc, on ne va pas régler de cette manière-là. Donc, très souvent, le déclencheur ne pourra pas être source d'arrêt du conflit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les organisations syndicales? Qu'est-ce qu'on va faire avec les collaborateurs? Eh bien, on va aller chercher tout ce qui a généré ce mécontentement et qui n'avait pas été traité avant le conflit. Et c'est ces points-là qu'on va essayer de résoudre. Et on va essayer de les résoudre ensemble pour que ça ne se reproduise plus. Et donc, quand, en tant que DRH, je sens que le climat social, alors je le sens et je fais plus que le sentir puisque le climat social, et c'est la bonne nouvelle du jour, ça se mesure. Donc, on peut mesurer son climat social. Mais quand je sens ou que je vois que mon climat social se détériore, eh bien, je vais dire au manager, attention, attention, tout le monde sur le terrain, allez écouter, allez discuter, mais allez discuter dans l'écoute. N'allez pas discuter dans un mode hiérarchique et descendant. Allez écouter vos collaborateurs, détecter les irritants sociaux, trouver des solutions quand vous pouvez parce que c'est de votre responsabilité, remonter à la RH ceux qui ne sont pas de votre responsabilité de manière à ce qu'on les répartisse dans les managers dont c'est la responsabilité. Et quand on a trouvé une solution à un irritant social, Corinne, et ça c'est important, je ne l'ai pas dit, donc j'y pense maintenant, c'est important de communiquer. Parce que si je ne dis pas qu'on a trouvé une solution à cet irritant social, je vais rassurer ceux qui me l'ont remonté, mais si les autres collaborateurs ne connaissent pas la solution, ils peuvent détériorer le climat social en pensant qu'il n'y a pas de solution. Oui, ou Donc, que rien ne sera fait. de communiquer. Ouais, ouais. Et alors, du coup, comment les événements externes, finalement, tu parlais un petit peu, voilà, il y a quelque chose qui se passe et bing, ça joue sur le climat social. Comment les événements externes, comme par exemple des crises économiques, là, je pense à l'inflation ou des changements politiques, comment peuvent-ils influencer le climat social et peuvent-ils influencer réellement le climat social d'une entreprise? Bien évidemment, parce que on n'est pas un homme et une femme dans notre vie privée. On abandonne notre vie privée quand on rentre dans l'entreprise. Et là, on met peut-être un uniforme ou peut-être une tenue vestimentaire et on prend et on devient un professionnel. Si c'était comme ça serait trop simple. Et heureusement que c'est pas comme ça non plus, parce que ça voudrait dire qu'on serait des machines. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très positif. Donc, effectivement, mon environnement a un impact. Alors pour moi, il y a deux choses. Il y a la crise et la peur que peut générer une crise
locale, internationale. Locale, parce que il y a eu une fusillade dans l'établissement ou au pied de l'établissement et que l'un d'entre nous a été touché. Ça, c'est une crise de l'extérieur. On n'y est pour rien, mais forcément, ça joue. Donc, il faut que les entreprises puissent mettre en place une écoute, puissent donner des éléments de langage. Mais cette crise, souvent, elle affecte tout le monde. Elle affecte aussi le manager, elle affecte aussi le dirigeant. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une capacité de prise de recul extrêmement importante pour que les gens qui vont prendre des décisions, qui vont mettre en place des processus de soutien, aient cette capacité et eux-mêmes digérer une partie de cette crise. Et puis, il y a les crises de longue durée, notamment les crises économiques qu'on peut vivre, qui sont ou bien les conflits externes qui ont un impact en interne, notamment ce qui se passe en Ukraine, voire ailleurs, où là, l'intelligence de l'entreprise, ça va être de faire de l'entreprise une sorte de cocon. Donc, je pense qu'il faut être d'autant plus attentif au climat social quand la situation extérieure à l'entreprise est très importante. Et puis, on le sait, beaucoup d'entreprises vont essayer d'adapter des choses avec les partenaires sociaux, entre partenaires sociaux. On l'a vu sur les négociations annuelles sur les salaires ces dernières années. Eh bien, on a vu une intelligence de situation des partenaires sociaux, d'abord sur les enveloppes quand c'était possible, mais aussi sur des moyens. J'ai certains de mes clients ou certains comités centraux et économiques, comités sociaux et économiques qui ont donné des chèques essence parce qu'il fallait aider les collaborateurs ou qui ont développé le covoiturage ou qui ont et donc l'homme est intelligent. L'homme est très intelligent, l'homme avec un grand H, hein, bien sûr. Les femmes et les hommes sont très intelligentes. Hein. Donc, on a une capacité d'adaptation. On l'a vu ces derniers millénaires, hein, ces dernières années. On a une capacité d'adaptation. Il faut qu'on se fasse confiance. Et là aussi, il faut qu'on parle. Il faut qu'on soit capable de parler et capable de trouver des éléments. C'est quoi le besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon collaborateur, je ne peux pas changer la guerre, les problèmes économiques, je ne peux pas les changer. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que mon collaborateur aille mieux en tant que femme ou qu'homme? Oui, soigner le quotidien, son quotidien et celui de ses pairs finalement, pairs, hommes avec un grand H. Comment faire pour que chacun puisse contribuer pour que ce soit plus agréable pour tout le monde en fait? Oui, savoir s'écouter. On est encore dans l'écoute, hein. Oui, absolument. Moi, je dirais aux managers et je dirais aux partenaires sociaux, il n'y a pas de raison d'opposer les managers aux représentants. Je dirais aux partenaires sociaux, à tout le monde, ayez confiance en vous, ayez confiance en nous, nous tous, nous, l'équipe, ayons confiance en nous, écoutons-nous. Et à partir de là, on devrait au moins, par solidarité, permettre aux gens les plus démunis, les plus atteints par la crise qu'on est en train de vivre, par les crises qui sont en train d'exister, eh ben, de pouvoir surmonter cette crise. C'est voilà, je pense qu'il faut compter sur cette fraternité, liberté, égalité, fraternité en humanité, hein, c'est ça, fraternité en humanité. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit que le climat social se mesurait, que c'était une super nouvelle. Quels sont les indicateurs ou les outils finalement qu'une entreprise peut utiliser pour évaluer et surveiller justement climat social. le climat social? Alors, il y a plein d'outils. Alors, déjà, tu as des entreprises qui mettent en place, tu sais, des enquêtes d'études internes Oui. Pour mesurer la satisfaction. Donc ça, c'est une source d'information qui est extraordinaire. L'inconvénient dans le climat social, c'est que le climat social, il bouge tout le temps. Donc, quand on fait une étude tous les 2 ans, on a le climat social du jour où l'étude a été faite. Mais on peut comparer par rapport au jour d'il y a 2 ans, mais c'est tout. Pour moi, il y a 3 choses. Il faut qu'on aille vérifier l'alignement de 3 éléments essentiels. 1, est-ce que mon métier
est aujourd'hui bien fait? Est-ce que j'ai de bons résultats? Donc, ça peut être du chiffre d'affaires, ça peut être des taux de transformation, ça peut être des indices qualité. Tous les métiers qui s'exercent en France ont des indices, des indicateurs de suivi. Donc, est-ce que mon métier se porte bien? Donc, ça veut dire que dans une entreprise, je peux avoir des indicateurs nationaux, mais je peux aussi avoir des indicateurs locaux. Et que dans un établissement où j'ai 15 métiers différents, avec 15 équipes différentes, pour schématiser, je peux avoir 15 indicateurs différents. OK? À voir où est-ce qu'on positionne la chose. Donc, un, le métier. Deux, je vais aller voir comment vont les gens. Donc, je vais m'occuper de l'humain. Donc, le deuxième, c'est l'humain. Dans l'humain, j'ai des indicateurs qui existent, on a tous. Le taux de turnover. Est-ce que les gens quittent l'entreprise? Est-ce qu'on a du mal à recruter? L'absentéisme. Est-ce que mon absentéisme, il est en train de monter? Est-ce qu'il n'est pas en train de monter? Est-ce qu'il est décalé par rapport au reste du monde? Est-ce qu'il n'est pas décalé? Est-ce que j'ai beaucoup d'accidents? Est-ce que j'ai des taux de gravité qui sont importants? Et puis, je peux avoir d'autres indicateurs. Est-ce que je fais faire beaucoup d'heures supplémentaires? Est-ce que quand je demande à quelqu'un de faire des heures supplémentaires, il accepte pas? Donc voilà, je vais chercher quelques indicateurs comme ça. Et puis, on a un troisième pan qu'il faut pas oublier, c'est qu'est-ce qui se passe côté représentant du personnel? Qu'est-ce qui se passe côté représentant du personnel? Qu'est-ce que les représentants du personnel sont en train de me dire? Est-ce qu'ils prennent leurs heures de délégation? Est-ce que j'ai des tracts? Est-ce que mon dialogue social, il est bon? Est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'on arrive à trouver des solutions ensemble? Est-ce que quand ils me posent une question, je suis déjà en mouvement ou pas? Et donc, je vais définir, et moi, je définissais 3 indicateurs par thème. 3 indicateurs métiers, 3 indicateurs humains, 3 indicateurs représentatifs. Et j'avais tous les mois sur mon bureau, mon équipe me donnait donc entre 9 et 12 indicateurs. Et comme je me méfie des chiffres et de l'interprétation des chiffres, on ne sait pas si un chiffre est bon ou pas bon, je leur demandais de me mettre un smiley. Et donc, j'avais des smileys verts, des smileys orange et des smileys rouges. Donc, quand tous mes smileys étaient au vert, le climat social était bon. Quand je commençais à avoir des smileys orange, je commençais à dire attention, attention, il faut qu'on aille creuser ce sujet parce qu'il y a des gens qui vont pas bien quelque part. Et quand ça commençait à passer au rouge, et là, je mettais tout le monde à la recherche des irritants sociaux pour justement déminer, couper l'herbe. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas, j'avais des indicateurs qui me disaient que. Et il y a même des entreprises qui rajoutent une ligne dans leur compte de résultats. Combien me coûte mon climat social? Est-ce qu'il me coûte de l'argent ou est-ce qu'il me rapporte de l'argent? Et je vais te donner 2 exemples. Premier exemple, l'absentéisme. L'absentéisme, on sait le chiffrer. On sait qu'il y a un coût d'absentéisme salaire, il y a un coût d'absentéisme remplacement, désorganisation. Et donc, on est tout à fait capable de dire combien coûte l'absentéisme. Et le deuxième, c'est le recrutement, donc le turnover. Je sais que quand quelqu'un part, il va me coûter de l'argent, un solde de tout compte, c'est normal, je lui dois de l'argent, mais il va falloir que je lance un recrutement, ça prend du temps et de l'argent. Il va falloir que j'intègre une personne, ça prend du temps et de l'argent, que je forme cette personne. Et si cette personne, elle met 5 mois à arriver, j'ai de la désorganisation au milieu, je vais payer des heures sup, je vais avoir un CDD, un intérim. Donc tout ça, ça a un coût. Si j'ai un bon climat social, mon absentéisme va baisser. Si j'ai un bon climat social, mon turnover va baisser. Oui, oui. Est-ce que tu penses qu'il y a sur les sociétés internationales, est-ce que tu penses qu'il y a une différence culturelle dans la manière de percevoir le bon ou le mauvais climat social? Enfin, mauvais, un climat social dégradé. Je pense que nous avons tous une histoire collective, plus ou moins marquée, mais on ne fonctionne pas tous de la même façon. Ne serait-ce que l'organisation de la négociation sociale. On parle souvent des Allemands et de leur négociation sociale, mais les Allemands, ils ont une autre législation, ils ont une autre histoire par rapport au travail.
Les peuples du sud de l'Europe ont une appréhension du travail qui n'est pas la même que les peuples du nord de l'Europe. Ne serait-ce que parce que leur histoire culturelle n'est pas la même, leur histoire religieuse n'est pas la même. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as des pays qui sont plus ou moins protecteurs, tu as des pays très très libéraux où la protection individuelle est encore assez archaïque. Alors soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens, soit parce que c'est pas dans le sens de leur appréhension. Et encore, c'est en train de changer. On voit des progrès colossaux dans certains pays sur ces thèmes-là ces dernières années. Donc, cette histoire n'est pas la même, et donc le comportement des gens n'est pas le même. Et puis, il y a des pays où le taux de travailleurs salariés n'est pas du tout le même que le taux de travailleurs non salariés. Et on sait aujourd'hui qu'en France, le taux de travailleurs non salariés est en train d'augmenter considérablement. L'ubérisation, si je mets un mot sur... avant, il y avait les médecins, les avocats qui étaient en libéral à peu près. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens il y a eu du développement par la législation, hein, les auto-entrepreneurs, etc. Donc, il y a différentes façons de travailler, et on voit bien que, en fonction de la manière dont on travaille, il y a des gens qui ont besoin de sécurité, et donc voilà, et il y a des gens qui ont moins besoin de sécurité, et donc l'appréhension du travail ne va pas du tout être la même. La motivation ne va pas du tout être la même. En revanche, je pense que tout DRH doit, dans tous les pays du monde, faire attention à son climat social, parce que dans tous les pays du monde, il peut y avoir un conflit. Dans tous les pays du monde, il peut y avoir des gens malheureux qui travailleront donc moins bien parce que l'entreprise ne s'occupe pas d'eux. Eh bien, merci beaucoup, Anne-France. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil, ou est-ce que tu voudrais partager quelque chose avec nos participants, que ce soit un conseil, une bonne pratique, une anecdote? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur le climat social, en plus de tout ce que tu as déjà partagé avec nous? Qu'est-ce que tu pourrais dire en truc plus? Un truc plus, c'est que le temps investi à gérer un conflit ou à éviter ce conflit n'est pas de la même qualité. Donc, si vous cherchez à régler le problème de l'ensemble de vos collaborateurs et des équipes, vous allez passer du temps. C'est un investissement, et je sais que ça peut être un investissement important. Mais si ces irritants sociaux non traités ont des dysfonctionnements, vous allez passer beaucoup plus de temps à traiter ces dysfonctionnements qu'à les prévenir. Et donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à notre façon de manager et notre façon d'organiser notre temps de travail. Et puis, le dernier élément pour moi, c'est notre sécurisation managériale. Moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui vont bien. Parce que ça va me rassurer, ça va me sécuriser, moi, à titre perso. Et donc je préfère investir du temps à ce niveau-là. Merci mille fois, Anne-France. C'était absolument passionnant. Ça pourrait durer des heures. Mais il y a une fin. Merci à toi. Donc, notre live se termine. Un grand merci à tous nos participants. Si vous n'avez pas pu regarder, si vous n'avez pas le temps de regarder tous nos Bebuzz en live, eh bien, sachez que vous pouvez les retrouver sur notre plateforme YouTube, où ils sont tous en fait à disposition. Les Bebuzz, c'est tous les mardis à 10h30, donc avec un invité passionnant et passionné. Ça, c'est vraiment quelque chose de constant. Ne manquez pas nos prochains rendez-vous. En attendant, restez connectés. Retrouvez nos articles sur notre blog Plume & Biz. Je vous invite à aller voir également le site internet de Pacte Conseil, qui est très riche et qui apportera plein de compléments, d'idées à notre débat. Merci encore à toi, Anne-France. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.